6 juin 1944, 2h30. Quelque part au-dessus de la Manche, dans l'obscurité épaisse qui précède l'aube. Le lieutenant James Jim Miller, copilote au sein du 9th Trocarrier Command, pose ses mains sur les commandes du C-47, un geste machinal pour calmer une nervosité qu'il ne montre pas. Le froid métallique du cockpit lui transmet les infimes vibrations des deux moteurs Wright, un bourdonnement constant qui est à présent l'unique son du monde. Par le hublot, rien. Seulement le noir absolu, une couche d'encre épaisse avalant l'horizon. À ses côtés, le pilote, le capitaine Evans, garde un silence de plomb. Derrière eux, dans la soute, 18 parachutistes de la 101 Airborne sont assis dans la pénombre, immobiles, le visage barré par les bandes de camouflage. Miller sent le poids de leur présence, un poids physique, presque palpable. Il sait ce qu'ils savent tous. La côte normande approche. Et avec elle, les premières batteries. Sa certitude, en cet instant, est une chose simple, partagée par tout homme à bord de ces centaines d'avions traversant la nuit. Leur appareil, le C-47 Skytrain, n'est pas fait pour cela. C'est un courrier, un transporteur, un oiseau civil. Il est conçu pour la douceur des ciels amicaux, pas pour le déchirement précis des obus. Cette pensée n'est pas une panique, mais un fait froidement accepté, une vérité qui plane dans le cockpit bien plus présente que l'odeur de l'essence et du cuir. Ils avancent vers un seuil, et leur principal outil pour le franchir, dans l'esprit de Miller, leur point faible le plus évident. L'attente est tout sauf silencieuse, elle résonne du bruit de cette conviction fragile. Le calme n'est qu'une illusion, la dernière avant que le monde ne se brise en 1000 morceaux de métal et de feu. Et ils volent droit vers lui. Cette conviction, Miller l'avait forgée pendant des mois, bien avant ce vol nocturne. Elle n'était pas née de la peur, mais de l'observation et d'une logique implacable. Le C-47 Skytrain était, dans l'esprit de tout pilote formé sur des bombardiers ou des chasseurs, un outil inadéquat pour la guerre. Son histoire trahissait sa nature. C'était un avion civil, un Douglas DC-3, conçu pour transporter des banquiers et du courrier entre New York et Chicago, pour offrir le confort du vol commercial, pas pour survivre à la fureur organisée de la défense antiaérienne. On lui avait ajouté une porte de chargement plus large, renforcé le plancher, mais on n'avait pas changé son âme. C'était fondamentalement un oiseau de paix, habillé en soldat. Les chiffres, souvent cités lors des briefings techniques, semblaient confirmer cette vulnérabilité. Sa vitesse de croisière, 270 km/h, était lente, le laissant exposé pendant de longues minutes dans les couloirs de tir. Son plafond opérationnel était bas, le maintenant à une altitude où même les armes légères pouvaient l'atteindre. Il était vaste, imposant, une cible parfaite qui semblait absorber chaque projectile. Contrairement aux bombardiers lourds, il n'avait pas de tourelle de mitrailleuse pour se défendre. Son blindage était minimal, presque une pensée après coup. Il transportait l'essence la plus précieuse des hommes dans des réservoirs non protégés, nichés dans des ailes qui semblaient trop fines, trop élégantes pour le chaos. Même son nom, sa réputation, semblaient conspirer contre lui. Dans les bases d'entraînement, on l'appelait le Gunny Bird, l'oiseau maladroit. Le surnom évoquait une certaine affection teintée de pitié, l'image d'un gros oiseau terrestre, un peu clownesque, incapable d'élégance ou de vélocité. Les pilotes passés sur les B-17, les forteresses volantes, au nom si rassurant, le regardaient de haut. Le C-47 n'était pas une forteresse, c'était un camion. Un camion volant, certes, mais aussi vulnérable qu'un camion sur une route balayée par des tirs. Cette croyance n'était pas un défaitisme, mais un réalisme froidement enseigné. On leur avait dit, votre mission est de livrer votre cargaison et de rentrer, si possible. La présomption sous-jacente était que, si possible, était une éventualité statistiquement mince au-dessus d'un territoire défendu. Miller, comme ses pairs, avait accepté cette équation. Leur bravoure ne résidait pas dans le déni de leur fragilité, mais dans l'acceptation de voler malgré elle. Leur avion était un compromis, le maillon faible d'une chaîne audacieuse. Et alors qu'ils approchaient des côtes françaises, cette logique semblait plus solide, plus incontestable que jamais. La mission reposait sur leur capacité à traverser un enfer pour lequel leur machine n'avait tout simplement pas été conçue. C'était le plan. Tout le monde le savait. Et cela semblait parfaitement raisonnable. Puis, la première anomalie apparut. Ce ne fut pas l'apocalypse attendu, mais quelque chose de presque banal. Une lueur orange jaillit soudain de l'obscurité, loin en dessous, comme une allumette géante craquée dans la nuit. Puis une autre. Et une autre encore. Détraçante. Elle montait avec une lenteur presque élégante, formant de longs arcs lumineux qui convergeaient vers l'armada.
Le cœur de Miller se serra, anticipant le choc, la secousse, le début de la fin. Le capitaine Evans serra un peu plus le manche. Le son arriva enfin, un léger astérisque thump astérisque, semblable à de grosses gouttes de pluie frappant irrégulièrement un toit de tôle, mais en plus sourd, plus métallique. Un impact sur l'aile droite. Puis un autre, plus loin sur le fuselage. Miller attendit. Il attendit la vibration incontrôlable, l'alarme stridente d'une perte de pression, le début d'une vrille. Bria. Le bourdonnement des moteurs resta constant, égal. L'avion continua sa route, imperturbable, comme si les projectiles n'avaient été que des insectes venus s'écraser sur son capot. Le pilote jeta un coup d'œil à ses cadrans, tous verts. Il ajusta le mélange carburant d'un geste routinier, comme lors d'un exercice de navigation un jour de beau temps. Le fait était là, minuscule et pourtant monstrueux, le ciel se déchirait, mais leur appareil n'avait pas réagi. Il avait encaissé. Ce n'était pas supposé arriver. Pas comme ça. Pas si calmement. Puis, la première anomalie apparut. Ce ne fut pas l'apocalypse attendu, mais quelque chose de presque banal. Une lueur orange jaillit soudain de l'obscurité, loin en dessous, comme une allumette géante craquée dans la nuit. Puis une autre. Et une autre encore. Détraçante. Elle montait avec une lenteur presque élégante, formant de longs arcs lumineux qui convergeaient vers l'armada. Le cœur de Miller se serra, anticipant le choc, la secousse, le début de la fin. Le capitaine Evans serra un peu plus le manche. Le son arriva enfin, un léger astérisque thump astérisque, semblable à de grosses gouttes de pluie frappant irrégulièrement un toit de tôle, mais en plus sourd, plus métallique. Un impact sur l'aile droite. Puis un autre, plus loin sur le fuselage. Miller attendit. Il attendit la vibration incontrôlable, l'alarme stridente d'une perte de pression, le début d'une vrille. Bria. Le bourdonnement des moteurs resta constant, égal. L'avion continua sa route, imperturbable, comme si les projectiles n'avaient été que des insectes venus s'écraser sur son capot. Le pilote jeta un coup d'œil à ses cadrans, tous verts. Il ajusta le mélange carburant d'un geste routinier, comme lors d'un exercice de navigation un jour de beau temps. Le fait était là, minuscule et pourtant monstrueux, le ciel se déchirait, mais leur appareil n'avait pas réagi. Il avait encaissé. Ce n'était pas supposé arriver. Pas comme ça. Pas si calmement. Cette première contradiction silencieuse fut rapidement suivie par d'autres. L'enfer se densifiait autour d'eux. Les traçantes n'étaient plus des points isolés mais un treillis lumineux, un filet d'étoiles mortelles cherchant à les capturer. Les astérisques thump astérisques se firent plus nombreux, plus rapprochés, une grêle inégale martelant la carlingue. Miller, son regard balayant le tableau de bord et la structure autour de lui, chercha les signes de la défaillance promise. Ils ne vinrent pas. Les ailes, pourtant minces, semblaient absorber les chocs sans fléchir. Il vit une série de trous nets et sombres apparaître sur le longeron, juste à côté de son hublot. Le métal était percé, mais il ne se déchirait pas. La structure tenait. Les commandes répondaient sans latence, les gouvernes obéissaient avec une précision mécanique qui semblait narguer le chaos environnant. L'altimètre oscillait à peine. La vitesse était maintenue. Même les gestes de l'équipage restaient d'une normalité déconcertante. Le navigateur traçant leur route sur sa carte, le radio envoyant des messages codés, tout cela se déroulait avec le flegme d'une simulation. Chaque seconde qui passait, chaque impact sans conséquence, était un petit coup de marteau invisible frappant le socle de la certitude initiale de Miller. L'avion ne se contentait pas de survivre, il fonctionnait. L'évidence s'accumula bien au-delà de leur cockpit. À travers le voile de fumée et de lueur, Miller distinguait les silhouettes d'autres C-47. Des centaines. Ils volaient en formation serrée, un troupeau d'ombres dansant dans le feu. Il en vit un, sur leur gauche, prendre un impact direct dans le capotage de son moteur droit. Une gerbe d'étincelles jaillit, suivie d'un filet de fumée noire. La logique exigeait une explosion, une chute immédiate. L'avion tressauta, puis se stabilisa. Le moteur fumeur fut coupé, l'hélice mise en drapeau. Et, sur son seul moteur restant, le C-47 maintint sa place dans la formation, continuant imperturbablement vers sa zone de largage. Ce n'était pas un exploit isolé. Partout, le scénario se répétait. L'armada tout entière, ces 821 appareils vulnérables, avançaient comme une entité unique, absorbant le choc sans se disloquer. Le bruit, la fureur, la lumière appartenaient à l'ennemi. La réponse américaine était un silence de métal résistant, une progression obstinée et statistique.
La mission n'était plus une question de chance, mais de physique. La preuve était là, froide, numérique, indéniable, la majorité de ces oiseaux civils traversaient l'enfer et accomplissaient leurs tâches. La fragilité était un mythe qui se dissolvait dans la réalité des faits observés, et le doute commençait à se retourner contre lui-même. Puis, la première anomalie apparut. Ce ne fut pas l'apocalypse attendu, mais quelque chose de presque banal. Une lueur orange jaillit soudain de l'obscurité, loin en dessous, comme une allumette géante craquée dans la nuit. Puis une autre. Et une autre encore. Détraçante. Elle montait avec une lenteur presque élégante, formant de longs arcs lumineux qui convergeaient vers l'armada. Le cœur de Miller se serra, anticipant le choc, la secousse, le début de la fin. Le capitaine Evans serra un peu plus le manche. Le son arriva enfin, un léger astérisque thump astérisque, semblable à de grosses gouttes de pluie frappant irrégulièrement un toit de tôle, mais en plus sourd, plus métallique. Un impact sur l'aile droite. Puis un autre, plus loin sur le fuselage. Miller attendit. Il attendit la vibration incontrôlable, l'alarme stridente d'une perte de pression, le début d'une vrille. Rien. Le bourdonnement des moteurs resta constant, égal. L'avion continua sa route, imperturbable, comme si les projectiles n'avaient été que des insectes venus s'écraser sur son capot. Le pilote jeta un coup d'œil à ses cadrans, tous verts. Il ajusta le mélange carburant d'un geste routinier, comme lors d'un exercice de navigation un jour de beau temps. Le fait était là, minuscule et pourtant monstrueux, le ciel se déchirait, mais leur appareil n'avait pas réagi. Il avait encaissé. Ce n'était pas supposé arriver. Pas comme ça. Pas si calmement. Cette première contradiction silencieuse fut rapidement suivie par d'autres. L'enfer se densifiait autour d'eux. Les traçantes n'étaient plus des points isolés mais un treillis lumineux, un filet d'étoiles mortelles cherchant à les capturer. Les astérisques thump astérisques se firent plus nombreux, plus rapprochés, une grêle inégale martelant la carlingue. Miller, son regard balayant le tableau de bord et la structure autour de lui, chercha les signes de la défaillance promise. Les ailes, pourtant minces, semblaient absorber les chocs sans fléchir. Il vit une série de trous nets et sombres apparaître sur le longeron, juste à côté de son hublot. Le métal était percé, mais il ne se déchirait pas. La structure tenait. Les commandes répondaient sans latence, les gouvernes obéissaient avec une précision mécanique qui semblait narguer le chaos environnant. Son regard fut attiré par les instruments, ces cadrans vitreux qui racontaient l'état de la machine. L'altimètre oscillait à peine, maintenant leur altitude de largage avec une obstination de métronome. L'indicateur de vitesse était une aiguille stable, ferme, comme clouée sur 270 km/h. Les jauges d'huile et de température des moteurs restaient stoïquement dans leur arc vert. Aucune lumière d'alarme ne s'allumait. Le pilote, Evans, effectua un nouveau réglage mineur du mélange, un geste si banal, si dépourvu de la précipitation de l'urgence, qu'il en était presque déconcertant. Ce n'était pas le geste d'un homme luttant pour la survie de son appareil, mais celui d'un homme assurant son efficacité opérationnelle. Derrière lui, le navigateur, protégé par une mince cloison, poursuivait le tracé de leur route sur sa carte, mesurant des distances avec son compas. Le radio, calme, transmettait un statut, sa voix monocorde à peine audible par-dessus le roulement des impacts et le grondement constant des moteurs. Chaque détail était une note discordante dans la symphonie de destruction qu'ils étaient censés jouer. Les objets, les chiffres, les gestes, tout indiquait une normalité de vol, une routine professionnelle qui persistait en dépit de l'évidence que l'extérieur tentait de leur imposer. Le C-47 ne se rebellait pas contre le chaos, il l'ignorait. Il accomplissait sa fonction avec une indifférence mécanique, transformant chaque impact en un simple paramètre à gérer, et non en une menace existentielle. La grêle de fer continuait, mais l'avion ne semblait pas la remarquer. Il avançait, absorbant l'énergie cinétique des projectiles, la dissipant dans sa structure robuste, et la convertissant en une simple donnée de plus dans sa logique de vol. Cette accumulation d'instants, de petites preuves, commençait à construire une nouvelle réalité, bien plus solide que le métal qui les entourait. L'évidence s'étendit bien au-delà de l'habitacle immédiat, passant de l'échelle microscopique des instruments à une perspective plus vaste, presque géologique. Le lieutenant Miller vit l'un des parachutistes dans la soute, adossé à la paroi, qui tendit un bras et toucha du doigt une série de déchirures nettes dans la peau du fuselage. La lueur des explosions extérieures filtrait par ces petits orifices, dessinant des points lumineux sur son visage. Il ne broncha pas. Ce n'était qu'un autre détail.
Miller porta alors son attention sur l'infrastructure même de l'avion, cette chose invisible qui le rendait vivant. Le réseau complexe de câbles de commande, de conduites hydrauliques, de faisceaux électriques qui couraient dans les entrailles de la machine. Il sentait les vibrations transmises par les commandes, une rumeur sourde et continue, mais précise. Aucune latence, aucune résistance spongieuse. Chaque tir qui frappait l'appareil envoyait une onde de choc à travers sa structure, une onde que les câbles et les longerons absorbaient et dissipaient sans rompre. C'était une leçon d'ingénierie silencieuse. La robustesse n'était pas une question d'épaisseur de blindage, mais de redondance et de conception intelligente. L'âme de l'avion, son système nerveux, restait intact et opérationnel, indifférent aux blessures superficielles. Puis, son regard se porta au-delà du pare-brise, et l'échelle de la révélation changea une fois encore. La nuit était désormais un tissu de feu et de fumée, mais à travers cette brume d'apocalypse, il distinguait les autres formes. Des dizaines, puis des centaines. D'autres C-47. Ils n'étaient plus des individus isolés mais les cellules d'un unique organisme, une armada qui avançait avec une volonté collective implacable. Il vit un appareil sur leur tribord arrière prendre une série d'impacts le long de son fuselage. Des éclairs jaillirent, mais l'avion ne dévia pas de sa route. Un autre, plus loin, eut son moteur gauche arraché par une explosion plus violente. L'appareil piqua du nez, sembla sur le point de chuter, puis se redressa avec une lenteur délibérée et continua sur son seul moteur restant, maintenu par la volonté obstinée de son pilote, et surtout, par la stabilité intrinsèque de sa conception. La formation, bien que soumise à une pression extrême, tenait. Les silhouettes restaient à leur place, maintenaient leur cap, leur vitesse. Le chaos était tout autour, mais ils n'avaient pas réussi à briser l'ordre de leur progression. Le chiffre lui revint en mémoire, un nombre froid et administratif entendu lors du briefing, 821. 821 C-47 engagés cette nuit. 821 points vulnérables, 821 cibles promises à la destruction. Pourtant, ce qu'il observait n'était pas une hécatombe. C'était une lente et inexorable avancée. La majorité de ces appareils étaient toujours en l'air, toujours en formation, toujours en route vers leur objectif. Cette statistique n'était plus un abstracteur de quête, c'était une preuve tangible, observable à l'œil nu. Chaque C-47 qui tenait bon était un argument silencieux contre le doute initial. Ensemble, ils formaient une démonstration massive, une expérience scientifique menée en temps réel sous le feu de l'ennemi. La prémisse de vulnérabilité ne résistait pas à cette accumulation de données. La réalité, froide et dure, était que le C-47 faisait exactement ce pourquoi il avait été, en réalité, conçu, duré. Il n'avait pas besoin d'être une forteresse, il lui suffisait d'être assez résistant pour accomplir sa mission une fois, puis encore, puis encore. Et c'est exactement ce qu'il faisait. Cette obstination mécanique, multipliée par 821, était en train de réécrire silencieusement la doctrine aéroportée devant les yeux incrédules des pilotes qui la mettaient en œuvre. La vérité n'était pas dans les manuels, elle était là, dehors, dans le ciel en feu, démontrée par la flotte entière. Puis vint le moment qui anéantit toute logique, toute rationalisation possible. Alors que leur propre appareil vibrait sous les impacts continus, l'attention de Miller fut captée par un C-47 qui évoluait légèrement en dessous et sur leur gauche. L'appareil était silhouette noire découpée sur les lueurs mouvantes du sol, et il était littéralement criblé. Sa carlingue ressemblait à une passoire, percée de dizaines, peut-être de centaines d'impacts. Des lambeaux de tôle arrachés flottaient comme des banderoles derrière lui. Mais le pire était son moteur droit. Un obus de plus gros calibre avait dû le frapper de plein fouet. Le capotage était partiellement arraché, révélant une mécanique déchiquetée et noircie. Des flammes oranges léchaient le compartiment, se transformant en un épais panache de fumée huileuse que le vent de la course déchirait en longs filaments sombres. La logique de la guerre aérienne, celle qu'on leur avait enseignée, celle que Miller tenait pour absolue, exigeait une issue immédiate. Un moteur en feu, sur un bimoteur léger, censément fragile, c'était la condamnation à mort. L'explosion devait être imminente, la chute inévitable. Miller retint son souffle, attendant le bouquet final, la boule de feu qui marquerait la fin de cet équipage. Elle ne vint pas. Au lieu de cela, l'impossible se produisit. L'avion, au lieu de piquer vers le sol ou d'exploser, sembla ignorer sa blessure. Le pilote de l'appareil endommagé, dans un geste d'un calme surhumain, coupa le moteur en feu. L'hélice s'immobilisa, se mettant en drapeau pour réduire la traînée. Et puis, simplement, l'avion continua. Sur son seul moteur gauche, il maintint sa position dans la formation. Il ne perdit pas d'altitude de manière significative.
Il ne tomba pas en arrière. Il avança, avec une détermination obstinée, droit sur sa cible. Quelques minutes plus tard, alors que leur propre avion approchait de sa zone de largage, Miller vit les portes de la soute de l'appareil endommagé s'ouvrir dans un nuage de condensation. Une série de petits points noirs, les parachutistes se déversèrent dans le ciel nocturne, leurs parachutes s'ouvrant les uns après les autres comme des fleurs sombres. L'appareil, sa mission accomplie, engagea alors un virage lent et laborieux pour entamer le retour vers la mer, traînant derrière lui son panache funèbre. Il avait réussi. Il avait livré sa précieuse cargaison. La fragilité n'était plus un concept applicable. Elle venait d'être invalidée par un fait observable, brutal et incontestable. Ce fait isolé, si poignant soit-il, n'était qu'une illustration parmi d'autres d'une vérité plus vaste qui émergeait ce jour-là. Des rapports, des anecdotes vérifiées plus tard, viendraient confirmer ce que les yeux de Miller commençaient à percevoir. On raconterait l'histoire d'un C-47, poursuivi par un chasseur ennemi plus agile et bien plus armé. Le pilote du transporteur, n'ayant aucune tourelle pour se défendre, eut une idée désespérée. Il réduisit sa vitesse, abaissa son train d'atterrissage et ses volets, forçant le chasseur à le dépasser. Dans un mouvement improbable, le chasseur, volant trop bas et trop vite, heurta l'un des pneus du train du C-47 et s'écrasa au sol. Le C-47, lui, continua sa route, endommagé mais volant toujours. Cette histoire, presque trop incroyable pour être crue, ne faisait que corroborer l'évidence. Le C-47 n'était pas faible. Il était endurant. Il possédait une robustesse passive, une résilience intrinsèque qui le rendait bien plus redoutable que sa réputation ne le laissait supposer. Il pouvait être blessé, mutilé, mais il refusait de mourir. Il accomplissait sa tâche avec une opiniâtreté de mule, transformant le mépris initial en un respect stupéfait. La présomption de fragilité, face à cette accumulation de preuves concrètes et observables, ne tenait plus. Elle se dissolvait dans la réalité du feu, remplacée par une vérité nouvelle, plus solide que l'acier des longerons. Le Gooney Bird était un dur à cuire. Le rugissement des moteurs changea de tonalité alors que le capitaine Evans poussait le manche vers l'avant. L'avion s'inclina dans un virage serré, quittant l'espace au-dessus de la zone de largage, maintenant sillonné de petits points blancs de parachute. La tension dans le cockpit, si palpable à l'aller, s'était dissipée, remplacée par un silence lourd, chargé d'une autre forme d'intensité. Le lieutenant Miller sentit le poids se soulever de ses épaules, non pas le poids de la peur, mais celui d'une idée fausse qui venait de se briser. Son regard se promena lentement dans l'habitacle. La lumière froide des instruments éclairait des détails qu'il n'avait pas eu le temps de voir auparavant. Une longue entaille zébrait le tableau de bord, juste au-dessus de l'horizon artificiel. Des éclats de verre provenant d'un cadran brisé scintillaient sur le plancher métallique. Par le hublot étoilé d'impact, il voyait le bord d'attaque de l'aile, criblé de trous nets et propres, comme perforé par une immense machine à trous. L'air sifflait légèrement à travers ces nouvelles ouvertures, ajoutant une note aiguë au bourdonnement grave des moteurs. L'avion était blessé, mutilé. Mais il volait. Solidement. Imperturbablement. Miller passa une main sur son visage, épuisé non pas par l'effort physique, mais par le travail mental qui venait de s'opérer en lui. La certitude qui l'avait emmené dans cette mission, cette logique implacable de la vulnérabilité du C-47, lui apparut soudain comme un objet étranger, une relique d'un temps révolu. Il n'éprouvait pas de honte d'avoir eu tort, ni même de surprise exubérante. C'était plus profond que cela. C'était un réalignement complet de sa perception, silencieux et irréversible. Il revoyait mentalement chaque détail, chaque anomalie qui avait fissuré sa conviction. Le premier impact absorbé sans trembler. La stabilité des ailes sous la grêle. Les cadrans qui étaient restés dans le verre, témoins muets de l'intégrité de la machine. Le C-47 n'avait pas combattu le feu, il l'avait traversé. Il ne s'était pas rebellé contre la violence, il l'avait incorporé à son fonctionnement, comme un fleuve absorbe la pluie sans modifier son cours. La peur qui l'avait habité, une peur fondée sur des préjugés techniques et un surnom moqueur, se dissipait, remplacée par une confiance nouvelle, non pas aveugle, mais éclairée par l'évidence. Sa confiance n'était plus basée sur ce qu'on lui avait dit, mais sur ce qu'il avait vu. Sur les faits. Il observa Evans, qui vérifiait calmement leur cap de retour. Il n'y avait pas de trace de triomphe sur son visage, seulement la fatigue et la concentration professionnelle d'un homme qui ramène son appareil à la base. C'était cela, la vraie nature de la machine. Elle ne demandait pas d'héroïsme, seulement de la compétence. Elle ne promettait pas l'invulnérabilité, mais une chance de s'en sortir, une chance bien plus grande que ce qu'ils avaient tous cru.
Le changement en Miller était complet. Il ne voyait plus un Gooney Bird maladroit, mais l'outil le plus résilient qu'il ait jamais piloté. La transformation était si profonde qu'elle effaçait jusqu'au souvenir de sa peur initiale. Il n'y avait pas de place pour les deux vérités en lui. L'ancienne était partie, discrètement, sans un bruit, emportée par le vent qui sifflait à travers les trous de la carlingue. Il se contenta de hocher légèrement la tête, un acquiescement privé adressé à l'avion lui-même. Ils rentraient chez eux. Ensemble. L'aube du 6 juin 1944 ne se leva pas sur un champ de ruines, mais sur une victoire silencieuse de la matière sur la peur. Tandis que le lieutenant Miller et son capitaine Evans ramenaient leurs C-47 blessés vers l'Angleterre, une autre histoire, bien plus vaste, s'écrivait dans les cieux de Normandie et dans les sables des plages. Le plan audacieux, qui reposait sur la précision et la ponctualité des largages, ne fut pas anéanti par la défense ennemie. Il fut accompli. Ce jour-là, les chiffres, froids et administratifs, devinrent le tombeau de l'ancien préjugé. Sur les 821 C-47 engagés dans l'opération aéroportée, la grande majorité avait tenu bon. Ils avaient délivré leur précieuse cargaison humaine. 13 348 parachutistes des divisions 82 ND et 101 Airborne avaient été largués derrière les lignes, semant la confusion et saisissant des points stratégiques clés. Le taux de perte des appareils, bien que réel, fut remarquablement bas compte tenu de l'intensité du feu et de la vulnérabilité présumée. Beaucoup, comme celui de Miller, revinrent criblés d'impacts, des mécaniques endommagées, mais volants. Ils atterrirent sur leur base non comme des rescapés miraculeux, mais comme des outils ayant simplement fait leur travail.